Bonjour à tous, bienvenue à cette diffusion en direct d'une session de questions-réponses avec la chercheuse Marie-Lou Gendron-Marcellet. Bienvenue à ceux qui écoutent en rediffusion, bienvenue à ceux qui écoutent en direct. Alors, je vais rapidement vous présenter Marie-Lou, puis je lui laisse le plancher. Puis moi, mon rôle aujourd'hui, c'est de prendre les questions. Donc, quand vous allez commenter la vidéo en direct, nous, on va voir les questions, puis on va pouvoir répondre. Puis, si vous n'avez pas de questions, en fait, ben moi, j'en ai une belle liste pour elle. Mais n'hésitez pas, là, c'est votre session. Donc, Marie-Lou est là pour répondre à vos questions. Marie-Lou Gendron-Marcellet est une chercheuse québécoise. Elle a fait son doctorat à l'Université de Montréal sur les trous noirs supermassifs. Elle va pouvoir nous en parler. Elle a un parcours impressionnant dont on va lui demander de nous parler. Et puis, depuis quelques années, elle travaille à Alma, au Chili, dans un gros complexe d'observatoires radio dont tu vas pouvoir nous parler, Marie-Lou. Alors, bonjour. Ben bonjour, ça fait plaisir de jaser. Merci d'avoir accepté de faire cette entrevue-là avec nous. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, là, à brûle pour point, quel est ton parcours, puis quel est ton travail? Oui, ben c'est ça. Moi, je suis astronome, en fait. Donc, c'est ça que je fais dans la vie. Qu'est-ce que ça fait, un astronome dans la vie? Ça l'étudie l'univers. Fait que c'est assez large comme sujet de recherche. On essaie de répondre aux grandes questions. Est-ce qu'on est seul dans l'univers? D'où on vient? Où on s'en va? Comment ça marche, l'univers dans lequel on vit? Fait que vous voyez qu'il y a pas mal de questions à répondre là-dedans. Mais c'est ça, on peut pas s'attaquer à un aussi gros problème comme ça. Donc, tous les astronomes ont pas mal des sujets de recherche un peu plus précis, et même très précis, je dirais. Par exemple, moi, ma spécialité, c'est ça, c'est les trous noirs supermassifs et les galaxies. Donc, au centre des galaxies, on pense que dans la plupart des galaxies, il y a un trou noir supermassif. Donc, c'est pas mal ça que j'étudie. Donc, vous voyez, c'est vraiment pointu quand même comme sujet. Mais on peut étudier ça de plein de façons différentes. Il y en a, par exemple, des astronomes qui sont plutôt du côté théorique, qui vont faire beaucoup de mathématiques, mettre les grandes questions qu'on se pose sous forme d'équations, puis essayer de comprendre l'univers de cette façon-là. Moi, c'est plutôt observationnel. Donc, j'utilise des télescopes. Donc, c'est comme mon outil de travail, dans le fond, pour comprendre l'univers. Fait que je prends des photos de l'univers, puis j'essaie de mesurer des choses, de voir des nouvelles structures. Puis c'est ça que je fais, dans le fond, dans ma vie. Je peux peut-être partager mon écran, puis vous montrer un peu plus mon parcours, comment je me suis rendue ici. Alors, je vais partager ça ici. Et voilà. Ça fonctionne. Oui, on voit ton écran. Oui, oui. Excellent. Donc, j'ai fait une espèce de petit résumé de mon parcours. Grosso modo, comment je me suis ramassée à Alma, que vous voyez ici. Ça, c'est une des antennes du télescope pour lequel je travaille. Dans le fond, je suis née à Montréal, j'ai grandi dans le Bas-Saint-Laurent. Et puis, mais j'ai pas été nécessairement intriguée par l'astronomie depuis si longtemps que ça. C'est arrivé plutôt quand j'étais au cégep, dans le fond. Mais j'ai toujours été une enfant, j'ai une photo de moi ici, quand j'étais jeune. Et j'ai toujours été une enfant très curieuse, qui aimait beaucoup la nature, qui se posait bien des questions, puis qui disait beaucoup et tout ça. Donc, on me voit ici, je sais pas qu'est-ce que je fais, probablement en train d'essayer d'apprivoiser un écureuil ou quelque chose comme ça. C'était pas mal ça que je faisais. Puis, rendue au cégep, c'est ça, je suis allée en sciences de la nature, parce que c'est vraiment ça qui m'attirait beaucoup, les sciences. Mais je savais pas exactement quoi. Puis, j'ai commencé à faire la physique, puis beaucoup de mathématiques au cégep. Puis là, il y avait la relativité générale d'Einstein. Toutes ces théories-là, ça m'attirait vraiment beaucoup. Donc, j'ai fini par faire un baccalauréat en physique à l'Université Laval. Donc, ça a duré 3 ans. Puis, à l'Université Laval, durant les étés, ce que je faisais, c'est, comme emploi étudiant, dans le fond, je travaillais au Parc national du Mont-Mégantic. Donc, il y a peut-être certains parmi vous qui ont eu la chance d'aller visiter ce magnifique parc au centre, c'est un complexe de montagnes. Puis, au centre, on a l'Observatoire du Mont-Mégantic que vous voyez ici sur l'image. Donc, moi, j'ai commencé comme animatrice, vraiment. Là, je travaillais au parc
en faisant de la communication scientifique. Donc, je recevais les visiteurs qui venaient et je leur parlais de l'univers. Bref, je leur montrais des constellations, tout ça. Et c'est là que vraiment ma passion pour l'astronomie s'est concrétisée, je dirais. Donc, j'en parlais à tous les jours, je regardais le ciel avec les gens, puis je suis devenue vraiment passionnée par ça. Aussi par les télescopes comme tels, dont celui du Mont Mégantic, où il y a de la recherche scientifique qui se fait pour vraiment. Et ouais, c'est ça, c'était toujours des machines, les télescopes, c'est toujours des machines incroyables, dans des endroits incroyables aussi. Donc, ça m'a vraiment attirée, tout ça. Ensuite, j'ai poursuivi, après mon baccalauréat, j'ai fait une maîtrise en physique aussi, à l'Université de Montréal, cette fois-là. Et là, ça a été, je me suis intéressée beaucoup à l'infiniment petit, la physique fondamentale, les particules, tout ça. Ça a été 2 ans d'équations mathématiques vraiment intenses. Puis, finalement, rendue au doctorat, j'ai décidé de me réorienter plus, de retourner vers l'astronomie, puis de complètement aller dans une direction différente, puis de retourner au télescope et aux galaxies, à ces choses-là. Et c'est durant mon doctorat qui a duré 4 ans à l'Université de Montréal où j'ai appris le métier d'astronome comme tel. J'ai eu la chance d'utiliser plein de télescopes différents. J'ai mis quelques photos ici, mais entre autres, un télescope à Hawaï, un télescope au Nouveau-Mexique, aux États-Unis, et le télescope Chandra, par exemple, qui se trouve dans l'espace, en fait. Et donc, c'est ça, tout ça m'a amené, il y a 1 an et demi, à m'installer au Chili pour travailler pour le télescope ALMA. Donc, c'est pas mal ça, mon parcours. Je ne sais pas si c'est une prochaine question, Marie-Michel. Certainement que j'en ai. J'ai pas encore de questions du public, mais moi, j'en ai. C'était pas parmi les questions prévues, mais ça doit être quand même compliqué d'apprendre à utiliser tous ces télescopes différents-là. Oui, vraiment. C'est assez compliqué. Il y a certains astronomes qui spécialisent dans un type de télescope comme tel, puis ils font ça pendant presque toute leur vie. Mais moi, à cause de mon sujet d'étude, c'est bien de pouvoir d'utiliser vraiment des télescopes qui sont très, très différents l'un de l'autre. Donc, c'est pour ça, c'est à cause de ma recherche, à cause de mon sujet de recherche, les trous noirs supermassifs, que j'ai dû jongler avec différents télescopes. Donc, chacun, les télescopes que vous voyez sur l'image ici sont tous très différents, ils fonctionnent vraiment différemment. Fait que chacun a des défis, des choses compliquées et moins compliquées, ça dépend. Donc, c'est ça. Fait que j'étais assez, c'est ça, je passe d'un genre de télescope à l'autre maintenant. Ouais. Et puis, ton travail à ALMA, c'est quoi exactement? Ouais, mon travail à ALMA, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que ça a l'air. Je voulais juste aussi peut-être montrer juste sur une carte pour les gens qui connaissent pas trop où est-ce que c'est situé le télescope ALMA. C'est pas ALMA au Québec, là. C'est ALMA dans le sud. Donc, ça, c'est le Chili ici. Moi, j'habite à Santiago, donc un peu pas au milieu, mais presque là, du Chili. Puis un peu plus au nord, il y a le télescope ALMA. Voilà. Donc, ça ressemble à ça. ALMA, c'est un réseau d'antennes. En fait, c'est pas comme le télescope du Mont Mégantic, par exemple. C'est pas dans un dôme, c'est un réseau de 66 antennes comme ça. Ici, vous en voyez quelques-unes. Chacune de ces antennes-là, elles sont gigantesques. Ils font 12 mètres de diamètre. On en a des un peu plus petites, mais la plupart sont grandes comme ça. Et ce qu'on fait, c'est qu'on prend la lumière qui vient, je sais pas moi, d'une galaxie, par exemple, puis on combine toute cette lumière-là ensemble. Donc, on prend pas 66 images différentes, on prend une image qui met avec les 66 antennes en même temps, grosso modo. Fait que c'est ça qu'on fait. C'est pour ça que ça fait d'ALMA un télescope qui est vraiment très, très puissant. Donc, mon travail là-bas, donc je m'y rends plusieurs fois par année, en fait, peut-être 8-10 fois environ. Puis, je passe une semaine là-bas. Et parce que c'est quand même loin, c'est 2 heures d'avion de Santiago, puis 2 heures d'autobus. C'est vraiment au milieu de nulle part. Et donc, ce que je vais faire, c'est mon travail, ça va être dans la salle de contrôle, dans le fond. Alors, je vais travailler juste ici, c'est l'endroit où je m'assois. Marie-Michel, est-ce que ça fonctionne toujours? Ouais. Oui, tout à fait. On voit la salle de contrôle puis ta place. Oui. Avec ma place. Oui, OK. Voilà. Fait que c'est ça, c'est l'endroit où je vais passer pas mal tous mes jours quand je travaille là-bas.
Donc, c'est vraiment là que la magie se passe parce que c'est là qu'on contrôle le télescope ALMA. Alors, on a de ce côté-ci les opérateurs. Donc, eux, c'est plutôt des ingénieurs qui vont s'occuper des antennes comme telles. C'est vraiment des spécialistes là, des antennes. Ils vont savoir si chacune des antennes va bien, pointe au bon endroit, prend des bonnes données, ce genre de choses-là. Chaque antenne a un nom, un numéro qui est associé. Fait que là, ils vont pouvoir vraiment voir si, je sais pas moi, DA41 elle a un problème, ce genre de choses-là. Fait que ça, c'est leur travail. Puis du côté, de l'autre côté de la salle, ben ça, c'est le côté pour les astronomes. Donc, nous, notre but, c'est de faire une espèce d'horaire pour Alma, de dire à Alma, OK, ben aujourd'hui, à telle heure, on va pointer vers telle galaxie pendant une demi-heure. Puis après ça, on va pointer vers telle étoile pendant 1 heure et demie, pardon. Fait on a une espèce de, sur les écrans qui sont là, on voit toutes les conditions météorologiques sur le site où est-ce que Alma se trouve. Puis, on se dit, OK, ben il y a un peu d'humidité, il y a du vent, etc. Donc, selon les conditions météorologiques, ben là, on va prendre des observations en conséquence. Donc, on essaie d'optimiser, dans le fond, les observations. Fait que c'est ce genre de travail-là qu'on fait. Puis, on ne veut pas perdre une minute d'observation avec Alma. On veut que ce soit vraiment le plus efficace possible. Fait que ça ressemble à ça, pas mal, mon travail là-bas. Donc là, tu es astronome, tu vas t'occuper que les cibles soient observées. Oui, c'est ça. Juste les tiennes et puis ceux des gens qui ont fait des demandes? Oui, non, c'est vrai, j'aurais dû dire ça. Oui, c'est que quand je suis là-bas, non, j'observe pas, je fais pas des observations pour moi, pour mes galaxies, en tout cas, ma recherche à moi. Je fais des observations pour des gens partout dans le monde, dans le fond. Fait que la galaxie que je vais observer, puis après ça, telle étoile, puis après ça, telle autre affaire, c'est pour 3 personnes différentes qui sont à quelque part dans le monde, qui ont demandé des observations pour Alma. Donc, une fois que les observations sont prises, on va s'assurer qu'ils soient bonnes, puis on va leur envoyer. Puis eux, ils vont faire la science avec, ils vont faire la recherche avec. Donc, quand je vais là, c'est vraiment, c'est ça, c'est pas pour ma recherche à moi, c'est vraiment comme un genre de service, je dirais, aux autres astronomes. Ouais. Comme ça, ils n'ont pas besoin de se déplacer au Chili pour aller observer. Non, c'est ça, ouais, c'est ça. Puis nous aussi, les gens qui travaillent là, ben, on devient vraiment spécialiste de ça, fait qu'on sait exactement les bons projets observés au bon moment. Pour que ça soit le plus efficace possible et que tout le monde puisse avoir le plus de cibles observées. Exact. C'est quand même intéressant. Est-ce que tu fais encore une portion recherche? Est-ce que tu as des galaxies à toi encore? Oui, j'ai toujours une galaxie. Mon emploi en ce moment, c'est comme 50-50. La moitié de mon temps, c'est travailler pour Alma comme tel. Et l'autre moitié de mon temps, ben, j'avais fait ces images-là qui représentent un peu ce que je fais le reste de mon temps. Donc ça, c'est vraiment une image de mon quotidien. Alors, on a mon cahier plein d'équations, de dessins, plein de choses comme ça. Et puis mon ordinateur, vraiment, c'est là que tout se passe. Alors, c'est là que j'analyse toutes les observations que je prends des galaxies que j'étudie, dans le fond. Fait que ça, c'est vraiment une grosse partie de mon temps que je fais. Donc, j'essaie de sortir la science, les découvertes, disons, si possible, des observations que je prends. Ça, ici, c'est une galaxie, par exemple, que j'étudie au centre, ici. Elle s'appelle NGC 1275. Fait que c'est ma galaxie préférée. Ça fait quand même pas mal d'années que je l'étudie. Mais tout ça se fait pas tout seul, vraiment pas. Ici, on a une photo d'une des conférences que je suis allée, la dernière à laquelle je suis allée. Donc ça, c'est mes collègues de travail, dans le fond. C'est d'autres chercheurs qui, comme moi, certaines personnes là-dedans, comme Larry, par exemple, ici, a passé des années à étudier cette galaxie-là. Donc, on se réunit souvent, ou pas ces temps-ci, mais ces temps-ci, on échange des courriels beaucoup. Donc, on s'échange des courriels, on s'obstine, on argumente et puis tout ça. Puis éventuellement, quand on arrive à un point d'entente, ben là, on va écrire un article là-dessus, puis on va publier ça dans un journal scientifique. Donc, c'est pas juste de découvrir des trucs dans son coin, c'est vraiment de partager aussi nos découvertes qui est important. C'est vraiment pas l'image que peut-être que vous avez en tête là, du scientifique tout seul qui crie Eureka. C'est pas comme ça que ça fonctionne vraiment en réalité. C'est vraiment un gros travail d'équipe. Tout le monde repose sur les découvertes. Tout le monde fait un petit bout de chemin, puis ça finit par donner une grande découverte. Oui, c'est ça.
Alors, on pourrait peut-être parler maintenant un petit peu plus d'astrophysique, maintenant qu'on a couvert la partie métier. Alors, j'ai eu une commande à moi, c'était de trouver une chercheuse sur les trous noirs. Alors, de devoir te demander de nous expliquer qu'est-ce qu'un trou noir, puis ensuite, qu'est-ce qu'un trou noir supermassif, là. C'est quoi les deux types, puis le lien avec ton sujet de recherche, puis le milieu intra-âme. OK, des grosses questions. Oui, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'un trou noir? Cette fameuse question. Les trous noirs, c'est vraiment quelque chose qui passionne beaucoup les gens, qui me passionne aussi beaucoup. C'est des objets qui existent pour de vrai dans l'univers. OK? C'est pas juste de la science-fiction, ça existe pour de vrai. Et dans le fond, c'est des objets dans l'espace, OK? Dont la gravité est tellement forte qu'il n'y a rien qui peut en sortir, même pas la lumière. Donc, la gravité, c'est cette force-là qui fait que je reste sur ma chaise en ce moment, que je ne m'envole pas dans les airs. C'est la force qui me retient à cause de la Terre, parce que la Terre est très, très massive. On ne peut pas partir de la Terre vraiment facilement. Donc, ça, c'est la gravité. Mais un trou noir, dans le fond, sa gravité est tellement forte que même la lumière, en fait, ne peut pas sortir d'un objet comme ça. Alors, ça, c'est comme la définition classique comme telle, puis que peu importe la masse du trou noir, ça va toujours rester ça, la définition d'un trou noir. Donc, en réalité, c'est quand même assez simple comme objet, dans le fond. Mais c'est quand même quelque chose de très mystérieux du côté en astrophysique, parce qu'on en observe, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas encore de ces objets-là. Ici, j'ai mis une vue d'artiste, OK, c'est pas une vraie image, c'est pas une photo exacte, d'un trou noir, mais c'est ce qu'on pense qui se passe autour du trou noir. Parce que le trou noir comme tel, comme j'ai dit, il n'y a rien qui peut en sortir. Donc, on ne peut pas le regarder comme tel. Il n'y a pas de la lumière qui sort du trou noir, c'est impossible. Donc, ce qu'on va voir, c'est ce qu'il y a autour. Ce qu'il y a autour peut être très, très, très brillant. Donc, c'est ça qu'on va observer. Donc, par exemple, il va y avoir une espèce de disque de matière, de gaz, de poussière qui va tourner autour du trou noir. Puis éventuellement, peut-être qu'une partie de cette matière-là va se retrouver dans le trou noir. C'est comme ça que les trous noirs deviennent de plus en plus massifs au travers toute l'histoire de l'univers, dans le fond. Ce qui est aussi particulier, c'est que ça, c'est mal compris, on ne sait pas trop comment, mais il y a une partie de cette matière-là qui va, oui, tomber à l'intérieur, mais il y a aussi une petite partie qui va être accélérée par toute la gravité vraiment intense du trou noir, puis va s'échapper. En fait, il ne va pas sortir du trou noir, mais au lieu de tomber à l'intérieur, juste avant de tomber, il va plutôt être former des jets de particules qui vont sembler sortir du trou noir, mais ce n'est pas du tout le cas. Okay? Ça ne sort pas du trou noir, c'est juste des particules qui, juste avant de tomber, à la place, vont être éjectées. Et ils vont être éjectés à des vitesses vraiment très grandes. On parle de proche de la vitesse de la lumière. Donc ça, c'est comme les deux choses qu'on peut voir d'un trou noir, soit le disque autour, ou soit ces jets-là, dans le fond. Fait que si on utilise les trous noirs en tant qu'astrophysicien, c'est souvent ces deux choses-là qu'on va étudier. Ici, justement, ici, ça, c'est une photo d'un trou noir pour de vrai. Donc, une des premières photos, la première photo d'un trou noir qu'on a pris. Ça, c'est un résultat qui est sorti l'année dernière et dont Alma a contribué, d'ailleurs. Et là, vous voyez le cercle rouge ici, en fait, c'est le disque d'accrétion qu'il y a autour du trou noir. Donc, la matière, mais même vraiment ce qui est le plus près, en fait, du trou noir qu'on a réussi à imager sur cette image-là. Et ça a été un effort vraiment impressionnant. Ça a pris des chercheurs de partout dans le monde, puis des télescopes aussi de partout dans le monde. Parce que c'est très, très, très petit, même si c'est un immense trou noir qui est très, très massif, mais il est vraiment loin. Fait qu'il est tout petit dans le ciel. Donc, pour voir ce genre de détails-là, il a fallu prendre des télescopes, pas juste ALMA, mais faire comme une espèce d'équipe de télescopes. Donc, ALMA, puis plein d'autres télescopes dans le monde. En même temps, on pointait vers cet objet-là, puis on pris des images ensemble, puis après ça, on recombiné toutes les images pour faire celle-là. Donc, c'est la seule façon qu'on a d'avoir assez de détails pour voir quelque chose d'aussi précis que ce qui se trouve autour du trou noir. Je voulais juste montrer aussi... oui, ici, c'est ça. Quand on parle plutôt des trous noirs supermassifs, parce que c'est ce qu'on a parlé un petit peu plus tôt,
Donc, moi, c'est ça que j'étudie. Les trous noirs supermassifs, c'est, comme le nom l'indique, sont très massifs. Dans le fond, c'est pas très compliqué. Mais on parle des trous noirs qui font 1 million à 10 milliards de fois la masse du Soleil. Okay? Donc, les plus massifs qu'on connaît dans l'univers font jusqu'à 10 milliards de fois la masse du Soleil. Okay? Donc, c'est des objets vraiment intenses, dont la gravité est vraiment très, très forte. Et c'est le genre de trou noir qu'on va retrouver au centre d'une galaxie. Okay? Mais en tant que tel, un trou noir supermassif, évidemment, c'est gigantesque, mais par rapport à une galaxie, c'est pas si grand que ça, okay? En termes de taille, vraiment. Par exemple, si la taille d'un trou noir supermassif par rapport à une galaxie, c'est un peu comme si on compare une pièce de 1 sou par rapport à la Terre. Donc, c'est très, très massif, mais c'est petit, en fond, par rapport à une galaxie. Fait que c'est pas mal ça, la réponse à ta question. Ben, là, ça explique bien la différence entre les deux trous noirs, les deux sortes de trous noirs. Puis, dans le fond, là, toi, tu étudies le milieu intra-amas. Donc, quand on lit ta bio, on cherche sur Internet, là, ça sort. Mais c'est quoi les milieux intra-amas? Pourquoi c'est intéressant? C'est quoi le lien avec les trous noirs supermassifs? Oui, bonne question. J'ai cette image-là qui va peut-être pouvoir aider un petit peu. Dans le fond, j'étudie les galaxies, n'est-ce pas? Donc ça, c'est justement ma galaxie préférée, NGC 1275. Mais NGC 1275, elle est pas toute seule, en fait. Il y a d'autres galaxies. Ce que vous voyez, les espèces de petits genre de blobs un peu plus flous là, autour. Là, c'est d'autres galaxies. Qui sont autour de NGC 1275. En fait, probablement qui orbitent autour de NGC 1275 parce que c'est une galaxie très massive qui va vraiment plus être au centre, puis les autres galaxies vont tourner autour. Quelque chose comme ça. Et donc moi, j'étudie vraiment comme tout ce complexe de galaxies-là ensemble, qu'on appelle un amas de galaxies. Okay? Donc, c'est des rassemblements de, peut-être, on parle de 1 millier de galaxies. Donc, ce qu'on voit sur cette image-là, c'est vraiment juste le centre de l'amas de Persée, en fait. Ça s'appelle comme ça, l'amas de Persée, dont la galaxie NGC 1275 est vraiment au centre. Ce qui est intéressant, c'est que entre les galaxies, c'est pas mal vide. Il y a vraiment pas grand-chose, mais il y a quand même du gaz. Il y a des atomes un peu partout là-dedans. Mais de façon très diffuse, okay? Vraiment pas comme l'air qu'on respire, c'est vraiment très, très diffus. Puis, toutes ces particules-là sont quand même très énergétiques, puis ils vont émettre de la lumière rayon X, qu'on appelle. Donc, ça me permet de présenter ici le petit schéma de toutes les sortes de lumières qui existent. Parce que les lumières que nos yeux voient, donc la lumière visible, les couleurs de l'arc-en-ciel, il n'y a pas juste ça qui existe, il y a d'autres couleurs qui existent que nos yeux perçoivent pas, mais ils sont quand même là. Donc, on parle de l'infrarouge, des ondes radio, comme ce que Alma observe, par exemple, l'ultraviolet et les rayons X, par exemple, et les rayons gamma aussi. Donc, maintenant, on est capable de faire des télescopes qui sont spécialisés dans chacune de ces types de couleurs-là, si vous voulez. Alors, ce que vous voyez sur l'image, c'est en blanc et en rose aussi. Ça, c'est la lumière visible. Donc, c'est ça si on avait vraiment des bons yeux, puis on regardait vers l'amas de Persée, c'est ça qu'on verrait. Là. Donc, on verrait toutes les galaxies comme ça. Mais ce que j'ai rajouté par-dessus, c'est une image rayon X qui a été prise avec le télescope Chandra, donc un télescope qui se trouve dans l'espace. Et donc, on voit la faible émission, mais quand même présente de toutes ces particules-là qui se trouvent entre les galaxies. Donc, c'est ça le milieu intra-amas. C'est ce gaz-là diffus qui brille dans la lumière rayon X. Puis vous voyez que c'est pas uniforme. C'est plus concentré au centre. Puis il y a des structures à l'intérieur. Il y a des espèces comme s'il y avait des bulles qui étaient soufflées dedans. Okay? Puis il y a des espèces de spirales, puis plein de mouvements. Alors, en étudiant ces images-là en rayon X, on est capable de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe. Comme par exemple, juste le mouvement des galaxies, ça va faire en sorte que ce gaz-là va bouger un peu. Donc, ça va créer des spirales que vous voyez dans l'image. Puis, maintenant, c'est quoi le rôle du trou noir supermassif là-dedans?
Ben c'est, je sais pas si vous vous rappelez, tantôt je parlais des jets, donc le trou noir comme tel. Il y a une partie de la matière qui réussissait à pas tomber dedans, mais plutôt à être éjectée. Puis ces jets-là, en fait, sont très, très, très puissants. Puis ils vont aller pousser sur ce gaz-là et créer les espaces que vous voyez ici qui sont plus sombres, là, qui ont moins d'émissions en rayon X. Donc, ils vont pousser sur le gaz puis créer des espèces de bulles comme ça. Donc, c'est parfait parce que ça me permet de calculer combien d'énergie ça a pris pour pousser ce gaz-là. Fait que c'est vraiment super utile. Donc, vous voyez bien comment aussi, pourquoi je prends plusieurs télescopes différents pour étudier un même objet. Ça permet de comprendre vraiment différentes choses. Que si on n'avait pas la couleur bleue sur cette image-là, bon, on ne saurait pas du tout qu'est-ce qui se passe. Fait que dans le fond, ça, c'est vraiment le cœur de ma recherche. On aurait vraiment l'impression qu'il n'y a rien, qu'entre les galaxies, c'est vide, mais c'est quasi vide, là. On pourrait presque dire que c'est vide, mais grâce à l'influence du trou noir puis à tes observations dans plein de sortes de lumière de longueur d'onde, on arrive à voir ce gaz-là briller puis à mesurer la force du trou noir. Ouais, c'est vraiment utile. C'est ça qui est impressionnant, c'est les choses qu'on ne sait pas que c'est là, mais c'est là, puis toi, tu les trouves. Ouais, non. Ouais. Ouais. C'est un trou noir. Il est massif. C'est quoi sa masse, ce trou noir-là? Il doit être quand même assez lourd. J'ai plus le chiffre en tête, malheureusement, mais c'est genre un ordre de grandeur. Une couple de millions de fois la masse du Soleil. OK. Ouais. C'est quand même beaucoup. Mais il n'est pas celui que je montrais la photo ici. Là. Mm-hmm. Celui-là, c'est au centre d'une autre galaxie. Ça s'appelle M87, cette galaxie-là. Puis, il est vraiment, vraiment massif. Quand même. Mais celui-là, il est un petit peu moins. Mais il est quand même très puissant. Est-ce que vous en connaissez beaucoup, des trous noirs supermassifs? Est-ce que vous commencez à avoir une belle collection? Ah, on a une belle collection. Une très belle collection de trous noirs supermassifs. Ben, oui, on mesure beaucoup, le fait je suis capable de dire la masse, donc on est capable de savoir la masse de ces trous noirs-là. On a des observations, oui, de quand même vraiment, vraiment beaucoup de trous noirs supermassifs. Mais ça reste qu'on ne sait pas trop comment ces trous noirs-là se sont formés, comment ils peuvent se rendre à 10 milliards de fois la masse du Soleil. Ce genre de questions-là. C'est quoi exactement l'impact du trou noir sur la galaxie comme telle? Parce qu'on pense qu'il y a vraiment une évolution qui est liée entre les deux. Mais tous ces détails-là sont vraiment pas clairs encore. Comment les jets supermassifs, les jets relativistes se forment, comme tu disais tout à l'heure. Aussi, ouais, ça, c'est vraiment pas évident non plus. Fait qu'il reste vraiment, vraiment plein de questions. Oui, il en reste beaucoup à répondre. Ce qui est vraiment intéressant à savoir, c'est qu'on peut tout commencer à étudier ça en faisant ses études à Montréal, donc à l'Université de Montréal. Ça, c'est le fun. Puis on peut commencer on finit un baccalauréat, on peut commencer une maîtrise vers 19 ans. Donc, vers 19 ans, il y aurait possibilité de commencer à être une chercheuse de trous noirs. Ouais, déjà baccalauréat, moi, j'en ai pas fait vraiment, mais il y a des possibilités là, pour commencer à faire des petits projets de recherche. Puis, dans le fond, j'encourage ça grandement. Là, moi, je l'ai pas vraiment fait, puis je regrette un peu. Mais si vous avez la possibilité de commencer ça le plus tôt possible, ça aide vraiment. Parce que la recherche, oui, faire des stages, des trucs comme ça. Remarque que moi, j'ai travaillé au Mont-Mégantic, fait que c'était différent. C'était pas de la recherche comme telle, mais c'était vraiment le fun aussi. Là. Ah, de la vulgarisation dans un musée, c'est correct aussi, là. C'est correct, c'est quand même très, très cool. Ouais, non, ça m'a appris aussi beaucoup. Ouais. En fait, comparer les astronomes avec qui je travaille, qui ont peut-être pas eu la même... Moi, dans ma vie, j'ai vraiment beaucoup regardé le ciel à cause de qu'il fallait que je le montrais aux gens, puis tout ça. Fait que j'ai vraiment une bonne expérience là-dessus. Je connais plein de constellations, tout ça, mais la plupart des astronomes, ils les connaissent pas tant que ça. C'est quand même très drôle. Ouais. Surtout quand le ciel est parfaitement noir, on n'est pas habitué, des fois, on se perd, il y a trop d'étoiles. Ouais. Parlant de vulgarisation, tu as participé au concours La preuve par l'image de la classe. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de ce concours-là puis des possibilités que ça amène en vulgarisation puis en recherche, en vulgarisation de sa recherche, en fait? Donc, oui, ben, ça me fait plaisir. En fait, c'est l'image que j'ai présentée. Donc, c'est un concours, c'est à la grandeur du Canada maintenant. Il y a une version francophone, une version anglophone. Puis,
ça change un peu de temps en temps, mais je pense que Radio-Canada maintenant est partenaire avec la partie francophone, au moins de ce que je connais. Puis, dans le fond, c'est avec l'ACFAL aussi, l'Association francophone pour le savoir. Puis, moi, j'ai présenté cette image-là. Donc, dans le fond, il y a un appel à toutes les années. Montrez-vous vos plus belles images de science, dans le fond. Parce que, en fait, moi, oui, là, c'est clair là, que j'ai vraiment des images incroyables, mais il y a plein de chercheurs qui font de la recherche super pointue, mais qui se retrouvent avec des images comme ça incroyables. Donc ça, c'est comme un super bon moment de partager ça. Donc moi, j'ai présenté cette image-là de ma galaxie préférée, bien sûr, avec des observations en rose. En fait, ce que vous voyez sur l'image en rose, ça, c'est une image qui a été prise avec un télescope au Nouveau-Mexique, aux États-Unis. C'est de la lumière radio, ça. Donc c'est ça, c'est toutes des particules qui probablement ont été accélérées par le trou noir, justement. En fait, surtout proche ici, dans le centre de l'image. Donc, c'est une image, là, le truc en rose que vous voyez, ça, c'est vraiment moi qui l'ai fait. Puis, ça m'a pris, je pense, 2-3 ans à arriver à cette image-là. Ça a été vraiment beaucoup de travail. Puis, c'est magnifique, comme vous pouvez voir. Fait que c'est vraiment une super bonne opportunité pour moi de pouvoir partager ça avec les gens. Parce qu'une chose qui me motive vraiment beaucoup dans la vie de tous les jours, dans mon travail, qui n'est pas toujours facile parce que c'est compliqué, il faut apprendre tout le temps, ce qui est vraiment le fun. des fois c'est comme, ça prend un peu d'énergie. Mais après ça, je m'assois puis il faut que je travaille avec des images comme ça. Fait que, moi, ça me motive vraiment beaucoup. Fait que c'était super le fun de partager avec les gens. Fait qu'on a appliqué avec mes collaborateurs à ce concours-là, puis l'image a été sélectionnée. Ils sélectionnent 20 images, je pense, par année. Puis cette image-là, ensuite, sont affichées dans certains musées. Puis en ligne aussi, les gens, ils votent. Puis un jury aussi. Puis cette image-là a gagné le plus grand nombre de votes, dans le fond. Fait que le prix du public. Fait que, félicitations. C'était vraiment le fun de voir que je n'étais pas toute seule à trouver ça génial. Il y avait d'autres gens qui s'avaient comme touché. Fait que c'était vraiment une belle récompense. C'était vraiment le fun. Et oui, ça permet de faire connaître le travail des chercheurs autrement. C'est une belle initiative. Oui, non, c'est vraiment cool. Ouais. D'accord. Alors, bon, j'allais te poser pourquoi c'est important d'étudier les trous noirs supermassifs. Regarde vraiment. Ben, je peux mettre, j'en ai un petit peu parlé, mais entre autres, cette image-là, je pense, le présente bien, mais le fait que le trou noir supermassif, finalement, il n'est pas si grand que ça, il n'occupe pas beaucoup d'espace dans la galaxie comme telle. Mais il y a une relation vraiment qui a été trouvée il y a une couple d'années de ça, qui est vraiment particulière, c'est que plus qu'une galaxie massive, plus que son trou noir en son centre est massif. Fait une grosse galaxie, un gros trou noir supermassif. Une plus petite galaxie, un plus petit trou noir supermassif. Qui est quand même gros, mais... Fait que c'est comme si, c'est vraiment spécial, parce que c'est comme si le trou noir, il savait qu'il était dans une grosse ou une petite galaxie. Ben oui, c'est vraiment particulier. Il y a vraiment un lien entre les deux. Mais on ne sait pas comment ça se fait que quelque chose d'aussi gros peut être relié à quelque chose d'aussi petit. Puis là, tout ça est relatif. Okay? Mais il y a vraiment un lien d'évolution entre les deux. Puis probablement que les jets en question, puis le disque et tout ça, est relié en quelque sorte à la galaxie. Fait que c'est vraiment... Fait que là, ta question, c'était pourquoi c'est important d'étudier ça, mais c'est vraiment si on regarde vraiment plus de façon générale, c'est qu'on essaie de comprendre comment les galaxies évoluent. Puis on pense que le trou noir a vraiment un rôle à jouer important là-dedans. Puis peut-être aussi plus gros que ça dans les structures comme l'amas de galaxies, comme je présentais tout à l'heure. Fait que c'est ça. Wow, c'est quand même des grosses questions auxquelles tu essaies de répondre pour toi puis pour toutes les autres personnes qui font les observations sur ALMA. Donc, je te remercie beaucoup de ton temps. Et puis, je te souhaite bonne chance au Chili. J'espère que tu pourras revoir les tiens bientôt. Oui, merci beaucoup. On va voir. Mais heureusement, il y a les médias sociaux, puis Skype et tout ça, donc c'est pas si mal. Parfait. OK. Merci beaucoup pour ta participation. Au revoir. Bye bye.